Salut à toutes et à tous, je suis Jérémy et je suis très content de vous accueillir dans cet épisode 3 de Parlons peu, parlons Rust. Dans la vidéo précédente, on a vu les types de base ainsi que comment déclarer et modifier des variables. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y tout de suite, je vous attends. Alors comme promis dans cette vidéo, on va faire travailler notre processeur. On va faire de l'exécution conditionnelle, on va faire des boucles et on va sauter de fonction en fonction. Le but du jeu, c'est pas de vous faire travailler vous, c'est de faire travailler le processeur. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Étant donné qu'on va beaucoup éditer notre programme et qu'on va utiliser CargoRun pas mal de fois, on va utiliser un outil qui s'appelle CargoWatch. CargoWatch, ça s'installe de cette manière-là. Cargo installe CargoWatch. Et c'est un outil qui va en fait regarder l'état de vos fichiers et à chaque fois qu'on va sauvegarder notre fichier, ça va pouvoir relancer une commande. Ça peut être par exemple cargo test, ce qui voudrait dire effectivement relance tous les tests à chaque fois que le fichier change, ou là en l'occurrence ça va être sans doute cargo build ou cargo run. Je pense qu'on va faire cargo watch tout court, qui par défaut utilise cargo run. On va attendre la fin de l'installation. Et c'est bon. Et là je vais faire cargo watch. Cargo watch run cargo check par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je change quelque chose dans mon fichier et que je sauvegarde, ça relance ce cargo check. On va changer de flag, on va faire cargo watch -x run. Là, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que le fichier change, je voudrais rerun. Vous voyez ici, c'est bien hello world qui s'affiche lorsque je fais un cargo run. Si je change le contenu et que je mets, admettons, coucou, je sauvegarde, ça rebuild et ça m'affiche coucou. Super, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par déclarer un entier, let mon entier égale 42. Ici, Rust a inféré le type de mon entier comme un i32, donc un entier signé sur 32 bits. On va faire un dbg qu'on a vu à la vidéo précédente pour afficher le contenu de mon entier. Je sauvegarde et cargo run se lance automatiquement. Mon entier égale 42. Excellent. On va passer notre variable mutable pour pouvoir faire des opérations dessus et le changer. Maintenant que mon entier est mutable, je peux faire mon entier égale mon entier plus, admettons, 10. dbg mon entier, 52. Excellent. Bien entendu, on peut faire le moins. On va faire la multiplication. Et on va faire la division. Le résultat de la division de 42 par 10 en utilisant exclusivement des entiers, c'est 4. Pourquoi est-ce que c'est 4? La raison, c'est qu'il s'agit ici de division euclidienne. La division euclidienne, c'est juste un terme scientifique qui veut dire la division avec reste. Vous vous souvenez celle qu'on faisait en maternelle ou en primaire? En fait, dans 42, je peux mettre 4 fois 10. Si j'essaye de le mettre 5 fois, ça rentre pas. Il faut minimum 50. De la même manière qu'on a cette division euclidienne, on a également le modulo. Le modulo, ici en l'occurrence, ça va être 2. Voilà. Ça va être 2 parce qu'en fait, dans 42, je peux mettre 4 fois 10 et il reste 2. Maintenant qu'on a vu ça, on va utiliser des nombres à virgule flottante pour voir également les différentes opérations qu'on peut faire. Un nombre à virgule, on l'avait vu sur la vidéo précédente. Il suffit de lui mettre un point et peut-être une décimale. Alors moi, vu que je suis flemmard et que en plus j'ai déjà une petite idée des résultats auxquels je m'attends, je vais mettre 42.0. On va passer sur l'addition. Et là, tout de suite, le compilo, il est pas du tout content. Je vais déplacer un petit peu la fenêtre. Il est pas content, il me dit attention, tu es en train d'ajouter un nombre à virgule à un nombre entier. Ça se fait pas trop. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite et me montrer ce que tu veux faire? En gros, on mélange pas les choux et les carottes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce 10 par un 10.0. Comme ça, on sera en train d'ajouter des nombres à virgule avec des nombres à virgule. 42 plus 10, ça fait bien 52. On va faire le moins. La multiplication. Et la division. 4,2, c'est pas mal. Alors, il faut bien voir que, avec des flottes, le reste de la division euclidienne, en l'occurrence, ça va être 2. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on a fait des calculs sur les entiers, on a fait des calculs sur les flottes, on va aller voir nos amis les booléens. Alors les booléens, c'est quelque chose qui vaut true ou false. Voilà, donc là c'est plus mon entier, pour le coup ça va être mon booléen.
et je vais le débugger. Alors là, il est pas content. Il est pas content, il a raison, merci le compilateur, parce que c'est vrai que je l'ai appelé mon booléen et je suis en train d'essayer de débugger mon entier, mais mon entier, ça n'existe plus. Alors, on va l'appeler mon booléen et on va relancer. Ok. Donc là, j'ai un warning de la part du compilateur et il a bien raison. Il me dit que mon booléen, il est déclaré en tant que mutable, mais il n'est pas muté, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est pas très grave parce qu'on va le faire muter très très vite. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec des booléens? Je peux inverser leur valeur. C'est-à-dire que je peux faire mon booléen égale pas mon booléen. Le pas ou le not, en fait, ça se représente avec ce point d'exclamation qui est ici. Et là, mon booléen vaut bien false. Qu'est-ce que je peux faire également avec un booléen? Je peux faire de l'exécution conditionnelle, c'est-à-dire un if. Je vais pouvoir faire if mon booléen, alors print mon booléen vaut true. Je vais même enlever mon DBG parce que j'en ai plus vraiment besoin, je voudrais juste afficher des choses de manière conditionnelle. Bon là, il n'y a rien à afficher parce que mon booléen, on l'a inversé, il vaut false. Mais je peux faire autre chose. Par exemple, je pourrais faire if mon booléen, print mon booléen vaut true, else, mon booléen ne vaut pas true. En fonction de la valeur de mon booléen, je vais pouvoir jouer en fait. Je vais pouvoir afficher des choses ou pas. Alors maintenant que ça c'est fait, on va voir qu'on peut également combiner des expressions. Et pour combiner des expressions avec des booléens, par exemple, ça va être if quelque chose et autre chose, ou une troisième chose. On va commencer avec le ou, par exemple. If mon booléen ou, qui s'écrit comme ça, true. Alors ici, ce qui se passe, c'est que ou, ça renvoie true si l'expression à gauche ou l'expression à droite vaut true. Par exemple, let or égale true ou true. Et puis on va faire un DBG parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Or. Alors qu'est-ce que ça donne? Je vais enlever le bloat qui est au-dessus dont j'ai pas vraiment besoin. Donc là il me dit or égale true. Super. Si je fais true ou true, ça vaut true. Si je fais false ou true, ça vaut true. Si je fais true ou false, ça vaut true également. Et si je fais false ou false, ça vaut false. Donc si une des expressions à gauche ou à droite de mon opérateur vaut true, la combinaison avec un ou vaudra true. À l'inverse du or, on a le and qui s'écrit avec un double et comme ça. Et alors celui-là, il vaut true que si les deux opérations de part et d'autre du signe valent true. Donc là, false et false, ça fait false. True et false, ça fait false. False et true, ça fait également false. Et enfin, true et true, ça fait true. Quand je parle d'expressions, là en l'occurrence, c'est des expressions relativement simples, mais ça pourrait être des expressions bien plus compliquées. On pourrait faire quelque chose du style let quelque chose égale true ou false et true. Et puis rajouter encore plus de trucs. Moi, je le ferai pas à votre place. Hein. On va pas se mentir, ça devient très 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 compliqué. Et même si c'est lisible, il va falloir vraiment réfléchir pour pas grand chose, donner des noms à vos variables et utiliser des fonctions. Ça tombe bien, on va voir les fonctions à la fin de cet épisode. Une autre chose qu'il vaut mieux éviter, ce sont les doubles négations. Je prends un exemple simple. Si vous avez, je sais pas moi, quelque chose à fonctionner, let quelque chose à fonctionner égale true. Vous allez faire if quelque chose a fonctionné, admettons. On verra plus tard que c'est pas la façon idéale de le faire en Rust, mais c'est pour l'exemple. Print, ça s'est bien passé. On aurait également pu nommer ça il y a eu un problème.
Et puis du coup, ça vaudrait false par défaut. Sauf que là, le problème, c'est qu'on va devoir faire une négation. C'est-à-dire que ça s'est bien passé si il n'y a pas eu de problème. Donc on se retrouve à faire des doubles négations et ça devient très très vite difficile à gérer, surtout si on a des ou et des et des... Voilà. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est éviter les doubles négations, essayer de nommer vos variables de la manière la plus cohérente et la plus claire possible, et éviter de combiner les choses comme ça, utiliser des raccourcis ou nommer des variables intermédiaires, c'est peut-être plus intéressant. On a fait un if avec des booléens, mais on peut faire des if avec n'importe quelle chose qui renvoie un booléen. Je prends un exemple simple. On a pris les entiers tout à l'heure. If mon entier est supérieur à 42. Print. Supérieur à 42. Voilà, et puis je vais déclarer mon entier égale 43 du coup. Et puis on va voir ce que dit le cargo watch. Le cargo watch il dit que c'est bien supérieur à 42. Je peux même aller encore plus loin, je peux combiner des choses. If mon entier est supérieur à 42 et mon entier inférieur à 60. Donc là vous voyez c'est la supériorité et l'infériorité. Et là ça affiche bien supérieur à 42. Bon il faudrait que je change ici et inférieur à 60. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Je voudrais vous montrer aussi deux symboles. Du coup là on a la supériorité stricte et l'infériorité stricte, mais vous avez également le supérieur ou égal, et de la même manière le inférieur ou égal qui s'écrit comme ça. Bon, je vais changer le print. Je vais juste mettre here, histoire qu'on n'ait pas tout le temps à changer le texte, mais je pense que vous voyez le délire. Il y a un dernier truc que je voudrais vous montrer, c'est que les if et les else, vous pouvez les utiliser pour faire d'autres choses en fait. Vous pouvez utiliser l'intérieur du bloc pour assigner des choses. En fait, c'est une manière pour les gens qui font du JavaScript, par exemple, ou qui ont l'habitude d'autres langages, de faire des ternaires. Les ternaires, c'est un moyen en JavaScript, notamment, par exemple, de dire si quelque chose est vrai, alors cette variable vaut ça, et sinon, elle vaut ça. Comment est-ce qu'on fait en Rust? On va faire quelque chose du style let mon deuxième entier égal. Vous voyez, là, je suis dans mon bloc de code, et puis là, je choisis une valeur, je sais pas moi, arbitraire 92, et sinon 128, pourquoi pas. Et puis je vais changer les prints parce que c'est un peu dommage. Alors là, vous voyez, le compilo, il a vu qu'il s'attendait à recevoir un nombre, parce que c'est la dernière ligne ici et qu'il n'y a pas de point-virgule. Je vous montrerai ça après quand on fera les fonctions. Et du coup, je vais faire un petit point-virgule ici, parce que ça reste une expression, donc je dois la terminer par un point-virgule. On va faire un dbg de mon deuxième entier, et puis on va voir ce qu'il vaut. Alors déjà, j'ai logué, je suis ici, donc je suis bien rentré en haut. Et vous voyez, mon deuxième entier vaut 92. C'est-à-dire que si je suis là-dedans, alors mon entier vaut ça, et puis sinon, il vaut ça. Maintenant qu'on a vu les conditions, on va s'attaquer aux boucles. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé cargo watch, et vous allez assez vite comprendre pourquoi. Une boucle, c'est quelque chose qui me permet d'effectuer des opérations tant qu'une condition est vraie. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'une condition peut parfois être toujours vraie, donc on se retrouve dans des situations où l'ordinateur tourne en boucle, littéralement. Et avec Cargo Watch, je voudrais pas prendre de risque. La première boucle que je veux vous montrer, c'est la boucle for. Alors, on la déclare comme ça, on fait for, on donne un nom à une variable qu'on va pouvoir réutiliser, et on utilise in, admettons, de 0 à 100. Enfin, pas tout à fait 100, vous allez voir, c'est de 0 à 99 en fait, parce que les boucles par défaut comme ça, elles sont exclusives. Je vais faire un cargo run pour vous montrer ça. Vous voyez, je suis de 0 à 99. Si j'avais voulu la rendre inclusive, et donc bien avoir le 100, je l'aurais fait comme ça. L'équivalent à peu près de ce code-là, avec une boucle while, ce serait quelque chose du style let mut i égale 0, while i inférieur ou égal à 100, dbg i. Regardez ça tout de suite. Je vais enlever le premier dbg. Et je vais faire un i plus égale 1. Vous voyez, j'ai failli faire l'erreur. Cargo run. Voilà. J'ai failli faire l'erreur, alors que je suis en train de vous montrer justement les erreurs à ne pas faire. C'est dire à quel point ça peut aller très très vite.
Ce que je veux vous montrer, c'est que les deux expressions sont équivalentes, en effet, parce que tant que i est plus petit ou égal à 100, alors on fait un dbg de i, et puis i vaut i plus 1. L'enjeu avec i plus égal 1 ou i égale i plus 1, bah, c'est que si j'avais oublié cette ligne, comme j'ai failli le faire, eh ben, j'aurais fait une boucle infinie. Je vous montre ça rapidement. Voilà, il vaut toujours 0, je ne sortirai jamais de ma boucle et je pourrais planter mon ordinateur. On va essayer d'éviter de planter l'ordinateur, mais vous comprenez vite que ça peut être un problème. De la même manière, si j'avais fait un moins égal, admettons, à la place du plus égal, bah, je me serais mis à compter très très vite vers le bas, mais j'aurais bouclé à l'infini. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il vaut quand même mieux faire un for et à travailler sur une range que vous avez définie à l'avance que de faire un while avec des conditions et ce genre de choses. Après, c'est vraiment une question d'habitude. Essayez toujours de bien tester votre code et essayez d'utiliser des fonctionnalités ou des opérations qui sont moins risquées, on va dire. En fait, le code que je vous ai montré avec cette boucle while, quand je me suis trompé, c'était plus ou moins l'équivalent du while true. C'est-à-dire, tant que vrai, alors boucle. Mais du coup, c'est pas très explicite en fait. C'est-à-dire que là, si je lis ce code, je ne sais pas si le développeur qui était avant moi s'est trompé ou s'il avait vraiment l'intention de boucler à l'infini. Et pour rendre ça explicite, Rust nous fournit quelque chose qui s'appelle un loop. Et un loop, c'est véritablement une boucle infinie, c'est-à-dire que là, je déclare une boucle infinie. Ça tourne. Et voilà, on va lancer. Hop, on va lancer. Et en effet, ça tourne littéralement en boucle. Sauf que cette fois-ci, on est bien sur un loop. Et ce loop, ça veut dire que je suis en train de prévenir mes collègues développeurs que c'était bien mon intention au départ. Donc si je résume, essayez d'utiliser la boucle for autant que possible. Si vous avez besoin de déclarer véritablement une boucle infinie, utilisez le mot-clé loop et utilisez while quand vous n'avez pas trop de choix. Ceci étant dit, on va pouvoir regarder un moyen de sortir de ce loop. Pour sortir de ce loop, en fait, je vais utiliser un mot-clé qui s'appelle break. Et on va même rajouter un petit peu de complexité maintenant qu'on sait faire les if. On va faire un let mut i égale 0 parce que ça va être mon compteur. Et puis on va se mettre un i++ peut-être. Alors i plus égale 1. Il faut savoir que quand je dis i++, c'est plutôt une habitude liée à d'autres langages de programmation. Il n'y a pas de i++ véritable en Rust, mais on peut faire un plus égal 1 qui est plus ou moins la même chose. Et maintenant que j'ai ce i plus égal 1, je peux faire un if i égale, on l'avait vu tout à l'heure, if i égale 100. Alors je sors de là. Comme ça va me permettre de créer une boucle infinie, mais de pouvoir effectivement en sortir. Je vais changer ce print par un dbg de i. Et puis on va regarder comment ça se comporte. Donc effectivement, je suis parti de 0 et je suis allé jusqu'à 99. Alors vous pouvez voir que ce loop, c'est effectivement le même comportement que ce que j'avais déclaré avec ma boucle while. Ce qui est effectivement le même comportement que ce que j'avais déclaré avec mon for in. Le problème, c'est que là, il y a plus de lignes et que si j'oublie d'incrémenter ou si j'oublie de vérifier ou même de break, j'ai déjà 3 endroits où j'aurais pu me retrouver avec une boucle infinie sans vraiment le vouloir. C'est vraiment pour ça que je vous conseille de partir sur la boucle for par défaut. Alors je peux break pour sortir d'une boucle, mais vous voyez, je peux en fait break pour sortir de toutes les boucles. C'est-à-dire que là, je peux faire un while i inférieur à 200. Et mon break va me sortir de là avant les 200. Et même dans un for i in, si i vaut 50, bah je peux sortir de là. Je vais enlever ce let là parce que je n'ai pas besoin. Et puis surtout, je vais faire un dbg de quelque chose parce que sinon, ça va pas faire grand chose. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un println je sors d'ici. Comme ça, on va pouvoir voir véritablement ce qui se passe. Et en effet, mon cargo run, donc je pars de 0, comme tout à l'heure. Et une fois que j'arrive à 50, je touche le break, donc je dis bien je sors d'ici et je sors effectivement de ma fonction. Et ça fait une super transition pour les fonctions, parce que je veux vous expliquer ce qu'est une fonction, mais depuis le début de cette série, on travaille en fait à l'intérieur d'une fonction. Cette fonction, elle s'appelle main, et c'est la fonction qui est lancée par défaut lorsqu'on fait un cargo run. Mais c'est pas la seule fonction qu'on pourrait faire. Admettons que, par exemple, je voudrais parfois compter jusqu'à 100
Et puis parfois compter jusqu'à 50 ou autre, c'est quand même un peu débile à chaque fois de refaire une boucle for, par exemple for i in 0,100 puis for i in 0,50 admettons. C'est un peu dommage à chaque fois de réutiliser ce code. Et pour éviter ce genre de choses, notamment, on va pouvoir déclarer une fonction. Une fonction, comme vous voyez la fonction main ici, on va pouvoir la déclarer de cette manière-là. Fn, ma fonction. Alors une fonction, ça prend 0 ou plusieurs paramètres et ça renvoie parfois des choses. La fonction que je viens de déclarer, elle ne prend pas de paramètres et elle va faire, je sais pas, un print. Je suis dans ma fonction. Et alors pour l'invoquer, vous voyez là, Rust me dit que ma fonction n'est pas utilisée. Donc on va l'utiliser tout de suite et je vais appeler ma fonction. On va mettre un petit point virgule. Cargo run. Je suis dans ma fonction. Donc vous voyez là, lorsque j'ai fait mon cargo run, je suis rentré dans la fonction main, puis j'ai sauté vers ma fonction, et ensuite je sors des deux. Alors pour l'instant, ma fonction, elle ne sert pas à grand chose, mais on peut faire plusieurs choses avec une fonction. On peut utiliser des paramètres. Par exemple, fn compte jusqu'à, et on va prendre un nombre qui sera de type U8, admettons. Et là, quand je vais vouloir l'invoquer, je vais pouvoir faire compte jusqu'à, et il va falloir que je lui donne un nombre. Alors, compte jusqu'à 100, puisque c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et alors, on va faire for i in 0. On n'oublie pas le égal. Println. J'aurais pu faire un dbg également. Là, normalement, je vais compter jusqu'à 100. Mais l'avantage, c'est que si j'ai besoin de compter jusqu'à 20, eh ben, j'ai juste besoin de taper compte jusqu'à. Je n'ai plus besoin de réécrire ma boucle. Donc ça me permet de faire moins d'erreurs, d'écrire du code qu'une seule fois et de faire des choses avec ça. On a vu qu'on pouvait prendre un paramètre, mais en fait, on peut en prendre plusieurs. On peut prendre, par exemple, message, qui serait de type ESTR, parce qu'on a vu le ESTR. Et puis, on pourrait mettre le message et puis la valeur de i. Alors message et i. Et là, je me fais gronder par le compilateur. Il a bien raison. Il me dit, mais enfin, Jérémy, tu as une fonction qui prend 2 paramètres et tu m'en donnes qu'un. Ça n'a pas de sens. Donc là, je vais mettre, je sais pas moi, coucou. Et comment ça va? On va lancer ça. Alors j'ai 100 fois coucou et puis 100 fois comment ça va. Donc vous voyez, je peux prendre un ou plusieurs paramètres. Là, pour l'instant, c'est pas très utile, mais imaginez que ma fonction, elle prenne des paramètres et qu'elle renvoie des choses. Par exemple, multiplie par 2. Et elle prendrait un nombre qui serait de type U8 et elle déclarerait une valeur de retour. Une valeur de retour, ça se déclare comme ça. Et puis ça renverrait un autre U8. Et puis cet autre U8, ce serait nombre fois 2. Et là, si j'appelle let mon résultat égale multiplie par 2 de 42. Et là, je vais faire un dbg de mon résultat. « 42 fois 2, ça fait bien 84. » Alors, on y est presque. Vous avez vu qu'il y a des fois où je mets des points-virgules et il y a des fois où j'en mets pas. Et ça peut être un peu bizarre. Pour essayer d'expliquer ce concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y prendre en plusieurs étapes et on va utiliser un bloc de code. Un bloc de code, c'est juste quelque chose qui est entre accolades. On les a utilisés déjà dans le if et le else. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de l'intelligence de mon compilateur et puis ça va nous permettre d'apprendre des choses ensemble, vous allez voir. Donc là, je vais faire let mon résultat également. Et puis on va supprimer le résultat en dessous. On va peut-être garder le dbg, cela dit. Allez, c'est parti. Let mon résultat égale... Et puis là, on va faire des trucs. Alors là, vous voyez que le compilateur, il a inféré ça comme le type unitaire. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, en fait, quand il n'y a rien, c'est une unité. Et alors ensuite, on va commencer à mettre une ou plusieurs expressions. Alors, let un nombre égale 4. Et là, un nombre est inféré en tant qu'entier sur 32 bits. Et notre bloc tout en haut, il est toujours inféré en tant qu'une unité. Mais si vous vous rappelez bien de l'exemple avec le if et le else, je pouvais renvoyer des choses, 42.
Et là, vous voyez, ce bloc-là, il est inféré comme ayant une valeur de retour qui est un i32 également. J'aurais pu renvoyer true, et là, il aurait inféré un booléen. Vous voyez, la dernière expression d'un bloc de code est renvoyée comme sortie de ce bloc de code. Si je mets pas de point virgule ici, eh bien c'est true qui est renvoyé au-dessus et on le voit très bien. Si je mets 12,0, c'est bien un float qui est renvoyé. Et ça, c'est utile à plein d'endroits. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait fait if true, enfin if quelque chose, else, bah là, vu que c'est un float, je vais renvoyer un float également. If true 12, else 24. Et ben ça, on peut le faire également au niveau des fonctions, vous voyez. Ma fonction, là, c'est un bloc de code. Et la dernière expression de mon bloc de code, c'est nombre x 2. Et nombre x 2, ça tombe bien parce que ça renvoie un 8. Si j'avais renvoyé quelque chose de pas valide, le compilateur m'aurait grondé. On va même le voir, je vais faire un cargo check. Cargo check, ça vérifie la syntaxe, mais ça ne compile pas. Ça fait gagner parfois un peu de temps. Et là, il nous dit exactement, je m'attendais à un U8 et j'ai trouvé un booléen. Alors, il y a une autre chose qu'on peut voir au niveau des fonctions, ça s'appelle le early return. C'est-à-dire que si je veux sortir de la fonction avant la dernière expression, je peux tout à fait faire quelque chose du style if nombre plus petit que 30. Alors, je renvoie 0. Et pour renvoyer 0 quand je ne suis pas dans la dernière expression, il faut que je fasse un return. Cargo check devrait passer, j'ai quelques warnings parce qu'il me manque des choses. On va invoquer multiplie par 2. En fait, multiplie par 2, ça s'appelle multiplie peut-être par 2, parce que des fois maintenant ça renvoie 0. Alors on va changer le nom de la fonction pour que les gens ne soient pas surpris. Enfin, moi en tout cas. Alors on va faire multiplie par 2 de 25. Cargo run. Ça fait 0. Et puis multiplie peut-être par 2 de 35. Et ça fait 42. Oui, bon. C'est vrai que le nom de la fonction est peut-être pas terrible. On va peut-être envoyer nombre x 2. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, nombre x 2, maintenant que je lance. Voilà, ça fait bien 70. Il y aura moins de surprises. Alors, vous voyez, si je veux sortir avant la dernière expression, je fais return avec un point virgule. Et si c'est la dernière expression, je peux juste mettre nombre x 2. En fait, ici, là, c'est le même exemple que le if-else de tout à l'heure. If nombre inférieur à 30, 0. Else, nombre x 2. Et la raison pour laquelle je peux faire ça, c'est que vous vous rappelez quand on assignait mon résultat égal. Vous voyez, c'est inféré comme étant un U8. Et mon résultat que je renvoie en sortie, en fait, ces deux opérations, elles sont équivalentes. Je peux l'enlever en haut et donc l'enlever en bas. Et il ne faut pas que j'oublie de bien enlever ce point virgule, parce que sinon la valeur de retour, elle n'est pas renvoyée plus haut. L'histoire du point virgule pour dire que la valeur n'est pas renvoyée plus haut, on va pouvoir le voir assez rapidement avec, vous savez, le print de tout à l'heure. Ne fait pas grand-chose. Parce que c'est vrai que cette fonction, elle ne va pas faire grand-chose. Et elle va surtout ne rien renvoyer. Et ne rien renvoyer, en fait, ici, c'est la même chose que déclarer un retour de type unitaire. Et vu que ma fonction, elle ne renvoie rien, si ici je mets 42, eh ben, le compilateur, il ne va pas être content. Il va me dire, soit tu n'as pas bien déclaré le type de ta fonction, soit en fait tu ne veux rien renvoyer. Et pour rien renvoyer, il faudrait que je mette un petit point virgule. Voilà. Bon, il y a pas mal d'informations, mais vous allez voir dans la prochaine vidéo qui sera sur le borrowing, on va vraiment jouer avec ce genre de choses, donc ça va être de plus en plus clair. Ne vous inquiétez pas. On arrive à la fin de l'épisode 3 et on commence déjà à faire des trucs sympas. Dans l'épisode 4, on va voir un concept qui s'appelle le borrowing. Le borrowing, c'est le prêt en français. Alors le prêt, c'est pas tout à fait celui que vous faites en banque. C'est plutôt l'idée de prêter une variable ou un bout de mémoire à une fonction. Et bien entendu, cette fonction, à la fin, doit vous la rendre. C'est une notion qui fait vraiment la différence entre Rust et d'autres langages, et c'est quelque chose de très très important qui va nous servir tout au long de notre apprentissage. Si cet épisode vous a plu, mettez un pouce en l'air, ça m'aide énormément pour référencer cette vidéo auprès de YouTube. Si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas et mettez un commentaire pour me dire pourquoi ça vous a pas plu. Ça va me permettre d'améliorer les prochaines vidéos. Et si vous voulez savoir quand est-ce que sort la prochaine vidéo sur le borrowing, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié lorsque la vidéo sera publique. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour parler peu,
Parlez Rust.